Alors, bonjour. Nous voici pour la suite et la dernière partie de notre cours. Donc là, hier, on a un peu rappelé les algorithmes classiques des calculs des diagrammes de Voronoi. Et les classiques sont beaucoup plus des algorithmes de calculs dans les plans, qui ont été quand même évolués avec pas mal de généralisations en 3D. Et donc, on était au dernier, donc, une des références, un dernier papier que j'ai parlé concernant le calcul des diagrammes de Voronoi d'une famille de demi-droites parallèles. Donc, là, elles ont présenté un algorithme vraiment exact et c'est impeccable avec un coût type logarithmique pour passer des diagrammes de Voronoi. Donc, la suite de notre cours d'aujourd'hui va aborder vraiment dans le même sens. Nous allons présenter un algorithme qui n'est pas exact, qui est approximatif, mais avec une certaine précision sur notre approximation. Mais donc, pour un peu boucler cette affaire d'historique des diagrammes de Voronoi, il y a quelques références qui sont là, que les gens peuvent se référer vraiment pour s'en approprier de ces notions, des plus élémentaires aux plus avancées. Alors, après ces notions, donc maintenant nous allons venir ce qu'on appelle diagramme de minimisation. Le diagramme de minimisation ici, c'est un élément très important. C'est la caisse, c'est le point de départ pour notre méthode, comme je peux le dire. C'est l'élément important. Alors, on se donne une famille de n fonctions à m variables continues définies sur Rm, donc oui, que je note rent f. Alors, c'est quoi l'enveloppe inférieure? C'est tout simplement c'est les mines sur les i de toutes ces fonctions, donc c'est les minimums de ces fonctions, donc bien sûr dans un domaine bien donné. Donc dans ces cas-là, c'est sur Rm. Alors, on a besoin de définir un certain nombre d'éléments. On commence d'abord à ce qu'on appelle un ensemble d'indices d'un point A ou bien d'un point A est défini comme suit. C'est un ensemble des i qui appartient à des 1 à n tel que l'enveloppe inférieure à ce point-là considère avec la fonction fi. Ensuite, on définit une relation d'équivalence entre deux points de Rm de cette façon. Donc, deux points A et B sont équivalents s'ils ont les mêmes indices. Bon, là, c'est une erreur si indice de A égale à indice de B. Donc, ça, il faut qu'on rectifie. C'est-à-dire A en relation avec B. Donc, c'est seulement si indice de A égale à indice de B. Alors, donc, avec cette relation d'équivalence, on définit donc le diagramme de minimisation de la famille F, qu'on note MD de F. C'est tout simplement l'ensemble des classes d'équivalence de RM cossenté par cette classe d'équivalence, qui est en réalité la partition de RM. Alors, les frontières de ces classes d'équivalence sont ce qu'on appelle les faces de ces diagrammes de minimisation. Donc, quand on regarde bien, les langages se convergent un peu avec les diagrammes de Voronoi. Alors, bon, nous, on ne va pas quand même s'attarder sur cette notion. Cette notion, elle est quand même bien développée et par des chercheurs. Alors, si on a quand même pour plus de renseignements sur cette notion de diagramme de minimisation, on a quand même des références qui sont là et qui sont aussi accessibles.
Alors, je prends rapidement une petite remarque pour arriver à notre objectif. Alors, si les FI là, donc sont des fonctions distance, à des objets géométriques AI définis comme suit. Donc, si FI, c'est juste défini à travers les normes là. Donc, grâce à Elderbert Brunner et Seder, il y a aussi les travaux de Bouassana. Avec ça, donc, ça nous donne quoi? C'est que le diagramme de Voronoi, de ces fonctions distance-là, le diagramme de minimisation de ces fonctions distance-là, ça coïncide exactement avec le diagramme de Voronoi de ces objets géométriques. Mais bon, en réalité, c'est quoi? C'est le diagramme de Voronoi, il s'obtient à partir de la projection. C'est d'ailleurs même la projection des enveloppes inférieures de ces familles, de cette famille de fonctions. Alors, ce qui est aussi intéressant, si la norme qui est utilisée pour définir les FI est une norme euclidienne, c'est que notre diagramme de Voronoi, et le diagramme de Voronoi, et bon, donc ça, on a vu que ça coïncide avec le diagramme de minimisation de ces fonctions FI, c'est la même chose que sur les fonctions FI au carré. Alors l'idée là, c'est quoi? C'est qu'on veut minimiser un certain nombre de fonctions. Mais ici, mes fonctions là sont des fonctions distance qui sont des diagrammes, qui sont des types euclidiens. Donc en réalité, minimiser, minimiser une distance euclidienne est équivalent à minimiser son carré. Donc, c'est-à-dire on veut comparer des deux fonctions, par exemple f1 et f2, qui sont données par des normes, mais c'est la même chose que comparer f1 carré et f2 carré. Donc, minimiser f1 et f2, c'est la même chose que minimiser f1 au carré, f2 au carré. Donc, c'est un peu l'esprit qui est caché dans ça. Ce qui fait que, du coup, pour les distances euclidiennes, donc au lieu d'utiliser la fonction euclidienne, donc la distance euclidienne, avec les racines carrées, mais on peut rapidement aller directement, on se débarrasse des racines carrées. Du coup, on aura des expressions qui sont polynomiales en termes de fonction, en termes d'écriture. Alors, je prends un exemple pour avoir une idée de quoi cette affaire des enveloppes inférieures et diagrammes de limitation. Donc, je prends 5 fonctions, bon, juste en une seule variable, juste une façon d'illustrer un peu ce qui est dit. Alors, donc, l'enveloppe inférieure et le diagramme de minimisation de cette famille est donné ici. Elle est là, elle est donnée ici. Donc, c'est tout simplement, comme on le voit sur la figure, donc l'enveloppe inférieure, c'est pratiquement les parties colorées du courbe qui sont là en bas. Donc, vraiment, comme on dit inférieur, à chaque endroit, c'est la partie inférieure qui est là. Et les diagrammes de minimisation, là c'est quoi? C'est tout simplement comme on les voit. Comme on les voit, c'est juste les projections de ces enveloppes qui sont en bas là. Donc, on a, par exemple, il y a des indices ici. Par exemple, ici, j'ai 5, ici 5. Il y a des indices qui sont là. Donc, ici 4, ça veut dire que c'est donc la partie 4, 1, 2, ainsi de suite. Mais du coup, le tout là me donne R tout entier, comme j'avais dit. Donc, c'est vraiment une partition de Rn. Et donc, du coup, si ma fonction peut être aussi, si mes fonctions sont des distances, donc là, maintenant, ce n'est plus d'un R, c'est dans les plans. On va voir juste les projections.
les projections qui vont être des domaines dans les plans. Et c'est ça qui va ce qui donne donc le diagramme de minimisation. Donc l'esprit est pratiquement le même que celui des diagrammes de Voronoi. Donc ça, c'est juste un exemple pour expliquer à quoi ressemblent les diagrammes de minimisation et les enveloppes inférieures. Alors, venons maintenant à notre problème proprement dit. Alors donc, nous considérons maintenant donc des sites qui sont juste des demi-droites parallèles, je précise bien, des mêmes orientations, et restreints dans un domaine compact. Là, j'ai le note D0, un domaine compact de R3. Et donc nous sommes vraiment intéressés au calcul des diagrammes de Brownian, plus ou moins la topologie de ces diagrammes, c'est-à-dire une approximation qui va être topologiquement équivalente au diagramme de Voronoi exact. C'est-à-dire c'est une approximation qui va être isotope, ou bien qui, comme on dit, qui est vraiment la topologie. Donc c'est un peu ça l'esprit, et ça va se faire pour la distance euclidienne. Donc là, notre algorithme là, comme on l'a dit, c'est vraiment approximatif. Mais donc, c'est juste vraiment la topologie qu'on va essayer de calculer avec vraiment une certaine précision assez intéressante. Alors, il nous faut donc définir nos éléments, les demi-droites. Les demi-droites, bon, il y a plusieurs façons de les voir. Nous, donc, on les donne sous forme d'une paramétrisation et on va voir comment définir les fonctions de distance associées à ces demi-droites. Alors, les diagrammes, donc d'abord, peut-être avant d'arriver, peut-être en parlant un peu à quoi ça sert ces diagrammes de Voronoi. Et ces diagrammes de Voronoi, donc, peut être utilisés pour apporter des solutions qui sont efficaces à certains problèmes théoriques et pratiques. Donc, comme d'habitude, comme derrière n'importe quel diagramme de Voronoi. Donc là, c'est surtout au niveau de l'industrie de forage dans les mines, dans les offshore hydrauliques. Et c'est surtout notamment pour explorer des nappes proches, des nappes profondes, ainsi de suite. Et pour éviter aussi, identifier et éviter des nappes indigérées. Ça peut servir aussi pour éviter des collisions entre des puits dans les mines, puisque les puits sont quand même, c'est des choses, des systèmes qui sont un peu dans les sous-sols. Donc, il faut imaginer, il faut donc trouver des voies et moyens pour éviter la collision des puits, pour qu'il n'y ait pas de pertes. Alors, notre méthode elle est basée sur la subdivision suivant la structure Kaditri. Donc, ce qu'on appelle structure Kaditri. Et ça va utiliser le diagramme de Voronoi parce que nous, on va utiliser les l'enveloppe inférieure des fonctions de distance associées à ces demi-droites. Alors, nous aurons aussi à présenter les résultats d'une implémentation en langage Julia avec une visualisation à l'aide du logiciel Excel. Et donc, à travers des exemples aussi, il y a des analyses qui seront donc aussi données. Alors, considérons maintenant nos demi-droites parallèles que je note ici, H1, H2, ainsi jusqu'à Hn, des mêmes donc, orientations dirigées par un vecteur U égal à ABC. Bien sûr, le vecteur U doit être différent de 0. Et donc, je prends, par exemple, le vecteur U, un vecteur unitaire. Mais ça ne change rien, même s'il n'est pas unitaire, l'essentiel, c'est de pouvoir caractériser la demi-droite. Donc, nos familles de demi-droites sont définies comme ça. Donc, avec les AI qui sont des points de R3, les AI sont des soumis. Donc, c'est des choses comme ça, on a. Les demi-droites, on va dire dans la même direction. Ça peut être dans la direction de X, une direction de Y, une direction de Z, ou bien n'importe quelle direction aussi. Donc voilà nos demi-droites parallèles
qui sont dans les mêmes directions. Donc, on va essayer de voir comment calculer donc, la topologie du diagramme de Voronoi qui est lié à ça. Alors, nos demi-droites sont là, sont vraiment bien définies. Bien sûr, bon, il faut qu'on pose un certain nombre de conditions. Par exemple, il y a des choses qui sont sans intérêt. Par exemple, si toutes nos demi-droites là sont vraiment au même niveau, si les sommets sont au même niveau, bon, ça du coup, je peux dire que c'est carrément ce qu'on aura, c'est pratiquement peut-être un truc assez simple. Donc, les médiatrices qui vont intervenir vont être que des demi, que des plans qui continuent. Donc, du coup, c'est comme si j'ai à un certain moment un diagramme 10 de droite parallèle. Donc là, ça ne va pas être compliqué, les calculs des diagrammes de droite. Donc on suppose qu'ils ne sont pas alignés et que les droites là, l'une n'est pas, les demi-droites là, l'une ne contient pas une autre aussi. Donc un certain nombre de conditions comme ça qu'on a posées. Alors les domaines compacts là qu'on prend ici, notre domaine D0, c'est juste vraiment donc un parallélépipède comme ça, D0. Et la ponction distance, donc c'est la chose la plus importante dans cette méthode. Donc la ponction distance d'un point Q quelconque de R3 au site HI ou à la demi-droite HI, elle est définie de cette façon, c'est GI de X, Y, Z. Et donc voilà comment elle est définie. Alors quand on regarde bien, ça veut dire quoi? Si j'ai ma demi-droite, comme ça, donc la fonction elle est plus ou moins scindée en deux morceaux. Donc si je suis à cette étape, donc si j'ai mon point Q qui est là, donc je sais que toujours la distance là, la distance de Q à la demi-droite, c'est tout simplement, donc ça c'est le point, bon je peux dire c'est le point A1, bon je peux dire AI tout simplement. Alors, donc le vecteur de direction là c'est I, toujours bon. Alors, donc c'est cette distance tout simplement qui est la distance de si mon qui est par exemple à ce niveau. Donc voilà la fonction qui sépare le point qui à la demi-droite. Par contre, si mon point qui se trouve un peu de ce côté, donc la distance c'est tout simplement la projection. Tout simplement la projection là, et c'est ça. Donc ce qui fait que donc, la fonction distance ici est descendue en deux étapes. Donc ce qu'on a donné, donc si le produit scalaire AIQ et le vecteur I là, c'est-à-dire si l'angle là, un angle quand même plus de 90 degrés, c'est que donc c'est tout simplement la distance de Q à I. Sinon, donc dans le cas contraire, c'est juste cette distance. Donc ça dépend juste après la différence. La distance donc au carré. Donc voilà comme ça on définit cette distance. Donc on va la voir de façon plus explicite. Quand on va prendre un cadre plus simple dans les calculs, on va prendre un U assez simple. Et du coup, donc les expressions vont se simplifier. Et donc ici, notre D qui est là, c'est tout simplement la distance euclidienne. Et pareil aussi pour le produit scalaire. Donc maintenant, nous allons considérer d'ailleurs même de toute la suite. Ici, nous on suppose que U égale à ce vecteur 0, 0, 1. C'est-à-dire donc que nos demi-droites sont dans la direction de Z. Donc nous sommes dans la direction de Z. Et puis donc dans ces cas, nos sites-là sont là définis, c'est tout simplement chaque demi-droite est définie par x, y, y, z, zi plus t avec t supérieur ou égal à 0. Bien sûr, avec ces conditions. Alors, donc la fonction de distance gi, elle est définie comme ça. Donc là, c'est juste directement la distance du point x, y, z donc au point x, y, i, z, i. Et dans l'autre cas, c'est un peu comme ça. Donc voilà la fonction de distance telle qu'elle est définie. Et voilà donc nos sites. Maintenant, on suppose que nos cadres est vraiment bien définis.
Alors, comme notre cadre est bien défini, donc on va essayer quand même à s'en servir de ce qu'on avait dit avec les diagrammes de Voronoi, les diagrammes de minimisation, pardon, dans les cas où j'ai une distance euclidienne qui est impliquée. Donc là, les diagrammes, dans ces cas, comme notre distance elle est euclidienne, les diagrammes de Voronoi de ces demi-droites-là, c'est exactement les diagrammes de minimisation des distances de G1, G1 au carré jusqu'à Gn au carré. Donc, du coup, dans toute la suite, maintenant, nos ponctions GI là, on n'a pas besoin d'écrire GI au carré. On va tout simplement prendre les GI là, mais c'est le carré la fonction de la fonction euclidienne. Donc, du coup, nos GI là sont des fonctions, sont des fonctions polynomiales donc, par morceau. Et du coup, on n'a qu'à traiter vraiment avec des polynômes, bien sûr, qui sont là par morceau. Alors, on a maintenant les éléments, nos ingrédients sont prêts. Donc, ce qu'il est allé maintenant de faire, on va essayer de comprendre d'abord les éléments qui caractérisent ces diagrammes de Voronoi. C'est-à-dire comprendre c'est quoi la face du diagramme de Voronoi. Donc, ce qu'on avait appelé dans le langage la médiatrice. Et les arêtes du diagramme de Voronoi, ce qu'on avait appelé la trisectrice. Et les sommets du diagramme de Voronoi, ce qu'on avait appelé les points quadrisecteurs. Donc là, on va essayer de voir donc, ces éléments un à un. Donc, on commence d'abord par la face de Voronoi. La face de Voronoi, c'est tout simplement la médiatrice, ce qu'on avait dit. C'est tout simplement la surface équidistante de ces deux objets. Les deux objets ici, c'est des demi-droites parallèles. Et on essaie, puisque moi j'ai fonction distance, donc la fonction distance, pour avoir la médiatrice, égale distance, c'est-à-dire il faut égaliser les distances. Ça veut dire donc apprendre, comme moi j'ai pris ici HI et HJ, ça veut dire donc ça, je m'intéresse à la fonction distance GI et GJ. Donc la différence me donne l'équation algébrique de la médiatrice. Et ça, avec ça, donc j'ai une représentation algébrique de la médiatrice et qui se compose là en de trois morceaux, tel qu'on voit ici. Donc, j'ai défini ici, donc c'est BIJ de X, Y, Z, librement scindé en trois morceaux. Comme vous voyez, le premier morceau, dans le premier morceau qui est là, dans la première composante, on a PI de Z plus un certain LIJ de XY. Donc pour Z inférieur à ZI. Et ensuite, il y a un QI de Z qui intervient. Et le LI là, elle est partout. LIJ qui est partout. Mais donc, au premier plan là, à la première composante, quand on regarde, ça me donne effectivement que les PI là et les LI, ça me donne qu'il y a des fonctions qui sont linéaires en ces variables. C'est-à-dire c'est juste un demi-plan, puisqu'il y a la condition Z inférieure à ZI. Et au milieu, les QI là, QIJ là, c'est un truc quadratique là. Donc quand on les prend avec, là, ça me donne un cylindre parabolique. Ça me donne un cylindre parabolique au milieu et à la fin aussi, les LIJ là, c'est linéaire, donc c'est aussi un demi-plan. Donc, c'est-à-dire la médiatrice des deux demi-droites parallèles, des deux demi-droites parallèles. Donc, il faut comprendre ce que ça va donner. Avant même qu'on le voit, donc, sur les graphiques, donc j'ai une demi-droite ici, une autre. Alors, donc les choses se sentent vraiment en trois parties. Alors, donc, la partie là, au milieu là, donc c'est juste simplement, la partie là, c'est juste un demi-plan qui est là, parallèle au D, donc au D demi-droite. Mais au milieu là, ce qui me reste, c'est ces points-là, c'est la parabole définie par le point là et cette portion et ces segments-là. Et donc, ça là,
j'aurai un morceau parabolique comme ça. Et à partir d'ici, ce qui me reste, c'est ce point-là qui part avec ce point. Donc, en réalité, donc là, c'est un plan qui est un plan donc qui va être un peu à peu près un demi-plan qui va être comme ça. Donc, j'ai un demi-plan ici. J'ai un cylindre parabolique et j'ai un demi-plan. Donc, c'est à peu près ce qu'on voit sur donc dans cette expression. Donc là, on peut voir un peu ce que ça fait. Et c'est exactement la situation que j'ai ici. Donc, j'ai un demi-plan au début qui est parallèle aux deux demi-droites. Et puis, donc, c'est ce que j'ai là en rouge. Et j'ai donc un morceau d'un cylindre parabolique et aussi donc en bleu. Et ensuite, en couleur verte, là, c'est un demi-plan qui continue à peu près tel que j'ai schématisé donc, dans les plans du tableau. Alors, je continue maintenant. Regardons la trisectrice. La trisectrice ou bien arête du diagramme de Voronoi, c'est la courbe équidistante des trois demi-droites. Donc, des demi-droites HI, HJ et HK. Donc, la trisectrice, on avait dit, c'est juste une courbe qui est. Donc, là, c'est une courbe de concours de trois médiatrices ici, de ces trois. Comme j'ai trois sites, donc j'aurai trois médiatrices quand je les prends deux à deux. Donc, je prends l'intersection commune de ces trois médiatrices et là, c'est quand même, il faut faire un petit travail, un petit calcul. Donc, pour pouvoir donc un peu obtenir la représentation. C'est que dans ces cas de figure, on arrive à paramétriser même, on obtient la paramétrisation de la médiatrice, de la trisectrice, pardon. Et parce qu'avec une paramétrisation, les choses sont plus flexibles, on peut rapidement capter tout ce qu'on veut de façon plus efficace. Alors, donc là, voilà la paramétrisation de la médiatrice qui est là, donc de la trisectrice, pardon. Donc quand on regarde là, la trisectrice, elle est composée de 4 parties. Il y a une première partie qui est là. Il y a une première partie qui est là. Donc quand on regarde ici, là, ça peut intervenir tout simplement Z, des Z. Donc là, tout est linéaire. C'est-à-dire la première partie là, c'est une partie vraiment, c'est vraiment une demi-droite en réalité. C'est une demi-droite. Ensuite, la deuxième partie qui est là, comme on le constate, il y a des Z au carré et Z. Donc ça veut dire que là, j'ai un morceau d'une parabole d'un R3. Et la troisième partie aussi, j'ai des Z carré. Donc là aussi, c'est aussi donc, un arc d'une parabole, toujours aussi d'un R3. Et à la fin, on constate que j'ai une partie qui est là, et qui est aussi dans laquelle on trouve qui est uniquement Z, c'est aussi linéaire. Donc là, c'est aussi une demi-droite. Donc ça veut dire que la trisectrice, qui est la courbe équidistante de trois objets là, donc les trois demi-droites, c'est une courbe bon, qui est de classe C1 par morceau, constituée donc d'une demi-droite qui s'enchaîne, bien sûr, bien collée, des arcs de paraboles et d'une demi-droite à peu près. Donc, et c'est ce qu'on va essayer de regarder ici, donc sur la figure. Donc, effectivement, ce que je viens de dire. Donc, la partie rouge qui est là, c'est juste la demi-droite. Donc, c'est-à-dire ça, c'est la dernière partie là. Ensuite, là, la partie en rose qui est là, c'est les morceaux. C'est un arc d'une parabole. Ensuite, en vert aussi, c'est un arc d'une parabole et en couleur bleue, c'est une demi-droite. Donc, la trisectrice, elle est composée, dans ces cas de figure-là, de 4 morceaux, donc d'éléments, donc dans des demi-droites et des arcs de paraboles. Donc, juste pour essayer de comprendre ça. Alors,
Le dernier élément donc, du diagramme, c'est le point quadrisecteur. Le point quadrisecteur, comme on avait déjà vu dans la définition et dans le langage, c'est le point qui est à égale distance de 4 sites. Nous sommes dans R3. Donc, c'est un point qui a égale distance de 4 trisecteurs, donc de 4 sites. Et ça coïncide exactement à l'intersection commune de ces 4 trisectrices. Parce que là, il faut voir, on a 4 trisectrices, puisqu'on a, comme on a 4 sites ici. Donc, on a 4 sites. Donc, quand on essaie de voir les trisectrices qui sont donc, on a 4, donc on a donc on essaie de voir donc TIJK, pardon, IJ, donc je prends I inférieur à J inférieur à K. Il y a aussi les médiatrices BIJ, donc I inférieur à J. Donc là, j'aurais exactement, dans ce cas de figure, 4 trisectrices, donc c'est juste une combinaison. Donc 4 sur 3, on aurait 4 trisectrices. Et pour les médiatrices, là aussi, on aura donc 4, donc ça va faire 6 médiatrices. Donc si on a 4 sites, on a 3 trisectrices, pardon, on a 4 trisectrices et 6 médiatrices qu'on peut obtenir. Donc le point quadrisecteur, c'est vraiment le point d'intersection. Bon, si on peut dire le point d'intersection de toutes les 6 médiatrices aussi, ou bien les 4 trisectrices. Donc c'est comme ça qu'on obtient le point quadrisecteur qui est le sommet du diagramme de Born. Maintenant, on a les éléments qu'il faut caractériser pour définir la topologie du diagramme de Born. Maintenant, il nous faut voir, il faut donc préparer un cadre qui va nous permettre de faire ces calculs. Alors, on va commencer par introduire ce qu'on appelle un critère de régularité pour la topologie de courbes et de surfaces. Alors, ces critères de régularité-là sont dits donc, par exemple, donc, à ces chercheurs. Donc, il y a Mouret et collaborateurs, il y a Elian aussi et collaborateurs. Donc là, quand même, ils ont défini vraiment un cadre, non seulement pour trouver un critère qui permet de tester une certaine régularité, permettant d'obtenir la topologie de courbes dans des domaines compacts. Donc ce qui est donné, c'est non seulement aussi en dimension 2, qui est en dimension 3. Bon, nous, ici, on a des éléments qui sont en dimension 3. Donc, ce qu'on a à calculer la topologie, c'est la courbe là, la courbe trisectrice et la surface médiatrice. Il faut calculer leur topologie dans certains domaines compacts. Et donc, on va s'en servir des idées qu'ils ont développées pour aboutir donc à notre cadre. Alors, donc, commençons par la définition. Une courbe algébrique ou une surface algébrique, elle est dite T régulière. Donc, T régulière, c'est dire que pour parler de la régularité topologique, T régulière dans un domaine compact D, si sa topologie est déterminée et uniquement déterminée à partir de ses intersections avec le bord du domaine. Donc, quand la topologie d'une courbe ou d'une surface peut être obtenue à partir juste des éléments d'intersection avec les éléments du bord du domaine D, on dit que la courbe là où la surface elle est irrégulière dans le domaine D. Alors, ça veut dire quoi? Donc, peut-être un peu schématisé donc, dans les plans. Donc, je prends une courbe comme ça. Alors, si juste les points d'intersection avec ce bord-là sont largement suffisants pour me donner l'information de la topologie de ces morceaux de courbe dans le domaine-là, donc on suppose que c'est ça mon domaine D ici. Si les éléments d'intersection sont suffisants pour me garantir la topologie dans les domaines-là, on dit que la courbe là ou la surface là, elle est irrégulière. C'est un peu l'esprit qui est dit ici.
Donc, il y a quand même quelques spécificités là. On dit en particulier, si on a une courbe régulière, donc là, ça veut dire une courbe qui est lisse dans le domaine D et que le plan là, le plan x égale à x0, l'intersecte en au plus un point, l'intersecte quand on coupe, quand on va essayer de couper par exemple, c'est vraiment en un seul point que ça le coupe, une seule fois, c'est que la courbe là, elle est vraiment très régulière. Alors pour les surfaces, on dit que la surface est très régulière si la surface n'admet pas des tangentes parallèles dans une direction Z ou de la direction X ou de la direction Z ou de la direction Z, ainsi de suite. Et aussi, il faut voir l'intersection de la surface avec les faces du domaine. Donc, l'intersection avec les faces du domaine, donc, il faut que ça soit aussi très régulière. Donc, il faut que dans ces domaines-là, dans la face-là, il faut qu'on utilise la définition de T régularité. Si elle est très régulière dans chaque face, donc dans ces cas, on dit que la surface aussi est régulière. Donc, les détails vraiment pour ces notions se trouvent dans les travaux des Mourailles et collaborateurs. Et quand même, l'esprit n'est pas aussi très compliqué. Ça a permis de décanter pas mal de situations, même pour des courbes qui sont singulières, qui ne sont pas régulières. Alors, la suite, donc, venons donc concrètement à notre cas. Donc, on va juste, on adopte donc un peu ce qui est dit dans les papiers de Alberti et Mouraille. Et donc, nous, on les regarde pour les cas des médiatrices et des trisectrices. Alors, ce qu'on constate à partir donc, des expressions donc, qu'on vient de donner pour la médiatrice et la trisectrice, on voit que c'est donc des courbes et des surfaces qui sont monotones dans la direction des Z. Ça, c'est parce qu'on a pris la direction Z. Si on change le vecteur I si on change le vecteur U, par exemple 1, 0, 0, donc on va dans la direction de X, ou bien si c'est 0, c'est dans la direction de Y. C'est comme ça les choses vont être. Alors, donc ce qu'on constate donc, assez directement, quand on calcule les dérivées partielles par rapport à X, par rapport à Y, par rapport à Z, pour la médiatrice, c'est qu'on trouve au moins un des trucs essentiels vraiment à l'intérieur du domaine, une des dérivées partielles. Et on regarde l'intersection de chaque médiatrice par rapport donc au bord, donc par rapport au bord, donc par rapport aux directions, puisque nos boîtes sont supposées être de droite. Nos domaines là sont des domaines qui sont vraiment carrés et dans les mêmes, bien rangés dans le sens du repère de R3 au IJ. Et donc, ces intersections sont très régulières, à pas de souci. Et comme on va un peu, je vais un peu donc expliquer de façon un peu brièvement, un peu dans la démonstration qui va être à la page suivante. Et c'est la même chose pour la trisectrice. On a vu, c'est vraiment du point de vue comportement de la trisectrice. Quand on va essayer de la couper par des plans qui découpent là, suivant l'axe, par exemple, l'axe des Z, comme ça, c'est qu'il y aura un seul point d'intersection. Et donc, la courbe trisectrice, elle est aussi très régulière. Alors, ce qu'on peut conclure maintenant, donc avant même de progresser, c'est qu'on peut dire que à partir de ça, on va dire que la topologie de la médiatrice et de la trisectrice sont uniquement déterminées dans le domaine D à partir de leur intersection avec le bord du domaine D. Et on va voir exactement à quoi ça va ressembler. Alors donc, une idée de démonstration, on essaie donc de dériver donc la fonction, donc les polynômes par morceau qui définit la médiatrice, et avec la condition xi, yi, différent de xi, yj. Donc, on peut facilement vérifier l'une des conditions qui sont là. L'une des conditions elle est vraiment remplie. Alors, pour la surface donc médiatrice, PIJ,
et donc qui est constitué, on le sait bien, c'est des demi-plans et connectés par donc un demi-cylindre parabolique. Et donc les intersections avec le bord, on sait à quoi ça va ressembler. Donc quand on va intersecter chaque médiatrice avec le bord, c'est que ça va être tantôt un segment, tantôt un arc parabolique ou bien une jonction de deux, qui sont des courbes régulières dans les façons sans aucun problème. Alors l'intersection aussi avec les arêtes, donc si on va intersecter la médiatrice avec les arêtes du domaine D, ça va avoir au moins un seul point, donc par arête. Alors, donc, de ce fait, on dit que donc la partie de la médiatrice BIJ délimitée par les points d'intersection avec les arêtes du domaine D, et donc permettent d'obtenir la topologie de la médiatrice. Et donc, on conclut que la médiatrice BIG était régulière dans les domaines D. Alors, le même esprit se trouve aussi avec la trisectrice quand on calcule les vecteurs tangents, comme elle est une paramétrisation, on constate que pour tout Z, et les vecteurs tangents là ne s'annulent pas. Donc, on essaie de, quand on coupe chaque, donc quand on essaie de couper, et la trisectrice par des plans Z égale à 0 pour tout Z0, on essaie d'évaluer ce que ça va couper la trisectrice en un seul point. Ça veut dire que la trisectrice aussi, elle était régulière dans le domaine D. Donc, avec cet esprit, on sait que la trisectrice, la médiatrice ont un comportement assez simple et leur calcul de topologie ne doit pas être compliqué à notre niveau. C'est-à-dire, concrètement, ça va être comme ça. Ça va être un truc comme ça. Donc, si j'ai un domaine D, donc j'essaie de qui est un peu dans les plans. Donc, si ça peut être une surface, c'est que avec ce qui est dit, donc quand j'ai ce point, ça suffit. Donc, le segment là qui est là définit la topologie de cette courbe dans les domaines. C'est un peu ça l'approximation qu'on compte donner de façon générale pour toutes les cellules du diagramme de Voronoi. Pareil aussi pour une trisectrice qui est une courbe. Donc, on va juste regarder le point d'intersection avec les éléments de la face. Mais on va quand même le voir de façon un peu plus détaillée. On va essayer de faire le maillage de ces surfaces et de ces courbes dans chaque domaine suivant le nombre de sites qu'on aura. Donc, en passant à cette définition qui est d'ordre technique, alors si on considère une famille de fonctions de distance associées à des sites H1, Hn, donc aider un domaine compact, une distance GI0 est dite active dans D si elle contribue localement à l'enveloppe inférieure de la famille des fonctions de distance. Donc, si elle contribue localement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il existe un x0, y0, z0 qui est dans D tel que GI. Et donc, GI0 de x0, y0 est plus petit que les inf de tous les GI là, prises au même point. Donc, à cela, on dit que la courbe là, on dit que la fonction de distance GI0 là, elle est active dans D. Donc, l'esprit qui est là, c'est pour dire que comment définir une fonction qui intervient dans l'enveloppe inférieure dans un domaine donné. Donc, c'est en ce sens-là, les enveloppes inférieures sont utilisées. Et c'est donc le fait de dire que GI0 est actif dans D, donc ça c'est dit, c'est comme si on dit que la demi-droite HI0 est aussi active dans le domaine D. Donc le langage est similaire. Parler d'une distance ou bien du site, c'est la même chose. Alors, pour un domaine D, on appelle des listes, on crée donc des listes. On appelle des listes une liste de fonctions distance
détenues par des notés, donc c'est-à-dire des fonctions de distance qui sont actives dans D. On les note B de D. Donc, c'est-à-dire c'est une liste de fonctions de distance qui sont actives dans D. Si j'ai 2, 3, 4, cette liste-là, c'est ce qu'on appelle les D-listes. Donc, c'est les listes des fonctions de distance qui sont actives dans D qu'on note B, D. Et donc, ça contient, par exemple, ici, P éléments. C'est le nombre d'éléments de cette fonction. Alors, une autre définition d'ordre technique, toujours dans le sens topologique, une D-liste B de D, elle est dite B régulière. Donc, les B là, pour dire boîte, une boîte qui est régulière vis-à-vis de ce qu'elle contient, vis-à-vis de ce qu'est le domaine D. Donc, je dis domaine ou boîte, c'est pratiquement le même esprit, vis-à-vis de ce que D contient. Elle est dite régulière si toutes les médiatrices et toutes les trisectrices qui correspondent sont irrégulières dans D. Donc, c'est-à-dire si toutes les médiatrices, si toutes les trisectrices là peuvent être, donc, si leur topologie peut être déterminée dans le domaine D, on dit que la liste là, elle est qualifiée de B régulière. Alors, donc, dans ces cas, la topologie des bisectrice ou bien médiatrice, c'est le langage courant. Comme c'est la première fois que j'utilise ça ici. Sinon, c'est la médiatrice. Dans certains langages, certains parlent de bisectrice. Surtout les anglophones parce que là-bas, on parle de bisector. Plus ou moins, c'est la médiatrice qui est les termes qu'il faut en français. Mais bisectrice, c'est plus ou moins. Dès qu'on dit bisectrice en français, ça emploie autre chose donc à la subdivision d'un angle en deux parties égales. Alors, la médiatrice, la topologie des médiatrices et des trisectrices dans le domaine D est rapportée par la B-régularité de la liste D. Ça. Donc, ça veut dire quoi? Maintenant, nous, pour qu'on puisse parler donc de façon indirecte de la topologie des médiatrices et trisectrices, on parle de B-régularité. Régularité de B de D. Donc toute l'information de la topologique de la médiatrice, de la trisectrice, elle est cachée dans ça. Dès que B de D est B régulière, ça veut dire que la topologie là, elle est vraiment bien connue. La topologie de la trisectrice et de la médiatrice qui s'y trouve, elle est vraiment bien connue dans le domaine D. Donc c'est un peu l'esprit qui est là. Alors c'est ça qui va nous amener à nous étaler sur ce qu'on appelle critères de régularité. Puisque j'ai dit, l'intitulé de ces sous-paragraphes-là, c'est critères de régularité pour la topologie de la médiatrice et de la trisectrice. Donc, les critères en tant que tel, elle est là. Donc là, je vais peut-être donner juste les critères. On va prendre une pause. Alors, les critères de régularité. Les critères de régularité ici, elle est là. Donc, on se donne un domaine D inclus dans les domaines, dans les grands domaines. Bon, en réalité, comme on avait dit, nous, on parle des subdivisions. Donc, quand je dis un domaine D, qui est inclus dans les domaines, dans les grands domaines D0, c'est-à-dire le domaine D là, c'est un certain domaine qui est ici d'une subdivision de ces D0 là, qui a été subdivisé en plusieurs sous-domaines. Donc, on peut un traitement sur le domaine D. Après, c'est la même chose qui va se répéter sur n'importe quel domaine de type. Alors, donc, soit un domaine D inclus dans le domaine D0, les plus grands domaines. Alors, la liste BD. BD, c'est juste la liste BD, donc la liste des distances, des fonctions de distance qui sont actives dans D. Alors, si, donc, le premier cas, une D-liste B qui contient juste une seule distance active.
Donc, ça, cette DLS, elle est vraiment, elle est évidemment bien régulière. Parce que, tout simplement, dire que on a un domaine dans lequel c'est juste un seul site qui est actif. Ça veut dire que le domaine il est inclus dans une cellule. Quand c'est un seul site, il n'y a pas de médiatrice. C'est-à-dire le domaine là, il est intégralement inclus. Donc, c'est-à-dire quand j'ai un diagramme de Voronoi comme ça, c'est-à-dire donc là, c'est-à-dire ma boîte, elle est là. Donc là c'est vraiment juste un seul site. Donc, tout au long de cette boîte-là, ou de ce domaine-là, on voit que c'est un seul site qui est actif. C'est-à-dire c'est l'enveloppe inférieure là. Il y a à ça, c'est seulement ça qui est vraiment vu ici. C'est le seul élément qui est actif. C'est-à-dire que le domaine, il est inclus dans une cellule à part. Donc, cette boîte-là, ce domaine-là, il est conservé, il est vraiment bien régulier. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun. On connaît ce qui se passe. Maintenant, on commence par une liste qui contient deux distances actives, GI et GJ. Donc, elle est régulière si la médiatrice qu'elle engendre, elle est irrégulière, tout simplement. Donc, une liste qui contient deux fonctions de distance, elle est dite B régulière si la fonction qu'elle a, si c'est deux, c'est actuellement une seule médiatrice. Donc, si la fonction, donc la médiatrice, elle est irrégulière, c'est-à-dire si sa topologie, elle est connue à partir du domaine, donc à partir des éléments de son bord. Alors, une liste qui contient trois distances actives, GI, GJ et GK, elle est dite bien régulière si ça vérifie ces deux conditions. La première, il faut que chacune des médiatrices prises individuellement, donc BIJ, BIK, BJK, si on prend chacune de ces médiatrices-là, chacune est régulière d'indice. Et encore, comme j'ai trois sites, c'est que j'aurai une seule trisectrice. Donc, il faut que la trisectrice-là, TIJK, soit régulière dans D. Donc, dès qu'on a ces deux critères, on dit qu'une B-liste qui contient trois distances actives, elle est B régulière. Alors, on y va. Nous sommes dans R3. On peut aller jusqu'à 4 sites. Alors, une D-liste B, DD, qui contient 4 distances actives. 4 distances actives, G1, GI, GG, GK, jusqu'à GL. Donc, elle est dite B régulière si ces trois conditions-là sont réunies. La première condition, c'est que là, on sait qu'on a 6 médiatrices. Donc, comme j'ai dit qu'on fait la combinaison de 2 par 4, donc on aura 6. 6 médiatrices, il faut que chacune de ces 6 médiatrices-là soit très régulière dans D, chacune prise individuellement. Et aussi, là, j'ai 3 médiatrices, 3 trisectrices, pardon, dans ce cas de figure. Il faut que chacune de ces 3 trisectrices-là soit individuellement très régulière dans D. Et la troisième condition, il faut que les points quadrisecteurs, il faut que le point quadrisecteur soit strictement à l'intérieur du D. C'est ça. Donc, il faut qu'il y ait ça. Donc, quand on a ces trois conditions, on dit que la D-liste B, elle est B régulière. Mais maintenant, si on a une D-liste qui contient plus de 4 sites actifs, c'est qu'on n'a pas assez, on n'a pas assez cassé la tête. Cette liste-là, elle n'est pas B régulière. Donc, ça veut dire que cette boîte-là, il faut la couper. On peut la couper et regarder et traiter chaque cas jusqu'à ce qu'on ait au plus 4 sites actifs. Si on a plus de 4 sites actifs, donc là, on n'a pas besoin de tenter voir ce qui va se passer. On la découpe pour traiter chacun des cas. Donc, c'est à partir juste des 2 sites, des 4 sites là, on s'arrête. Sinon, on retourne. Donc, c'est un peu ça. C'est ce critère-là qui est fondamental. C'est ce critère-là qui est fondamental dans l'algorithme. Alors,
Peut-être je donne une petite remarque, comme ça on va prendre une pause d'environ 10 minutes, puisque je ne pense pas si le temps qui nous reste après, ça va nous permettre de tout finir. Alors, une des listes, donc, BED est régulière si la topologie de la médiatrice est déterminée à partir de ces éléments du bord. Donc, dans le cas des médiatrices, c'est exactement le polyèdre délimité par le point d'intersection avec les arêtes qui donne la médiatrice, la topologie. Et pour le cas de la trisectrice, il faut tout simplement voir l'intersection, de la trisectrice avec les éléments de la face. Ce qui me donne, donc c'est un peu ce que j'avais dit ici. Donc si ça là, c'est ma trisectrice qui est là, peut-être un peu plus. Si ça là, c'est ma trisectrice qui est là, par exemple, alors la topologie ici, dans ce cas de figure, la topologie, j'ai dit, donc c'est tout simplement ces segments. Donc vous voyez, le segment là n'est pas très loin de la courbe en question. Et donc c'est ces segments là qui représentent la topologie de la courbe dans le domaine. Donc c'est ça l'approximation topologique de la courbe. Et c'est ça qu'on va essayer de faire dans chaque sous-domaine après la subdivision. Donc je pense à partir d'ici, on va prendre une petite pause d'environ 10 minutes. Donc là, on était sur la remarque là où je dis maintenant, si une des listes BDD est régulière, la topologie de la médiatrice ou la topologie de la trisectrice, elle est bien connue. Quand c'est la médiatrice, on sait que c'est juste un polyèdre qui sera déterminé à partir des points d'intersection avec les bords. La même chose pour la trisectrice, c'est juste un segment de droite qui est délimité par des points d'intersection avec les faces diagonales. Alors, on va essayer donc là de procéder au calcul, donc au maillage de chaque boîte. On commence par une boîte qui contient deux sites actifs. Donc, dans ce cas de figure, c'est ce qu'on va faire. On va rapidement calculer le point d'intersection de la médiatrice avec les arêtes. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas si ça vaut la peine de schématiser. Donc, j'ai une boîte comme ça à peu près. Alors donc, on essaie de voir si la boîte là, elle coupe, la médiatrice, elle va couper à un certain point, peut-être 2 ou 3 ou 4, bon, 3 ou 4 points. Alors, ce qu'on va essayer de voir, à partir de ces points comment avoir une certaine triangulation. Mais donc, on essaie de connecter les points du bord par des triangles. Alors, c'est ce que j'ai dit ici. On calcule les points d'intersection de la médiatrice avec les arêtes du domaine D et leur barycentre. Donc, leur barycentre doit être au milieu. Donc, si j'ai 3 points, comme ça, donc on calcule leur barycentre. Bon, c'est beaucoup plus l'isobarycentre qu'on calcule, qui est un point qui est toujours à l'intérieur de la boîte. Et on essaie de connecter. Donc, ces 3 points, on essaie de connecter par des triangles. On trouve un triangle, là aussi un triangle, et là aussi un triangle. Donc le tout, la partie qu'on obtient là, représente la topologie de la médiatrice de cette boîte. Et c'est ce qu'on va voir sur cette figure. Je prends un cas, donc vraiment un cas réel qui est là. Ça, c'est une surface médiatrice qui est là en bleu au début, donc la première figure. Surface médiatrice là en bleu. Voilà, elle a à peu près 5 points d'intersection avec les arêtes. Donc, et comme vous regardez aussi, les arêtes sont plus ou moins numérotées. Donc, on donne des numéros, les arêtes là, pardon, les sommets sont numérotés. Donc, c'est-à-dire, on donne un numéro. Comme là, j'ai une boîte qui contient des sites actifs.
qui est site 1 et site 2. Donc, j'essaie de voir pour détecter où est-ce que je peux espérer avoir l'intersection. Ça ne vaut pas la peine d'aller directement dans les calculs des points dont je ne sais même pas là où ça se trouve. Alors, par exemple, les arêtes là, c'est comme ça. Donc, je prends ça, si je veux ça 1, par exemple, 1, ça veut dire que entre ça ici, tous ces trois sommets là, bon, là c'est 2 par exemple, les 2 sommets là sont des sommets qui sont vraiment plus proches du site 1. Donc là, je ne peux pas avoir un point de la médiatrice ici. Par exemple, ici, si ce sommet est plus proche du site 1, ce sommet est plus proche du site 2, donc entre les deux, il y a là où la médiatrice va passer. Donc, je sais comment calculer donc, ce point d'intersection. Je ne peux pas les chercher de façon globale pour toutes les arêtes, mais je les cherche uniquement là où je sais que ça existe. Et c'est pareil, c'est comme ça. Ce qui fait que, comme vous regardez sur la figure là, il y a des numéros là, 1, 1, 1, puisque là j'ai 3, j'ai deux sites, donc 1, 1, 1 et 2, 2. Et les points d'intersection sont là, je les calcule de façon, si je veux, exacte ou approcher à pas de souci. Alors quand je calcule ces points, et maintenant je cherche leur isobarycentre qui est au milieu à l'intérieur de la boîte. Et j'essaie de connecter donc de façon triangulaire autour de l'isobarycentre. Donc, j'obtiens un certain polyèdre. Ce n'est pas forcément une surface qui est contenue dans un plan. C'est vraiment polyédrique, la surface qu'on obtient. Et cette surface en bas là représente la topologie de la surface qui est en haut. Donc, c'est comme ça on fait. Après la subdivision, chaque boîte qu'on rencontre, en fonction de son nombre de sites, on essaie de calculer la topologie de ce qu'elle contient. Alors, donc ça, c'est concernant la boîte qui contient des sites actifs. Maintenant, je progresse avec une boîte qui contient 3 sites actifs. Alors, à ce niveau, quand j'ai 3 sites actifs, c'est que là, j'ai 3 médiatrices, plus 2 adultes. Donc, j'ai 3 médiatrices. Donc, j'ai B1, 2, j'ai B2, 3, et GB M3. Alors, et là, j'ai une seule tricycliste, c'était 1, 2, 3. C'est une seule courbe ici. Alors, ce qui se passe, la première des choses qu'on fait, c'est de calculer le point d'intersection de la trisectrice avec le bord du domaine, c'est-à-dire avec les faces. Ce qui me donne P1 et P2 là qui sont calculés. Mais j'ai besoin aussi de leur milieu. Bon, j'ai dit milieu entre grippes, je prends milieu en termes paramétriques, puisque n'oubliez pas que notre trisectrice a une paramétrisation. Donc, on peut calculer juste cela, on le calcule. Il faut qu'on calcule c'est donc sur la médiatrice, donc sur la trisectrice. Si on part pour chercher le milieu du point géographiquement, géométriquement, le point P1 et le point P2, P ne peut pas être sur la courbe, mais on prend un point sur la courbe que j'appelle C. Donc, c'est le point C là qui va jouer le rôle du barycentre qui a été utilisé dans la première étape, dans le cas des 2 sites actifs. Alors, la suite maintenant, c'est de calculer maintenant les points d'intersection de la médiatrice avec les arêtes. Donc là, je vous ai dit que j'ai 3 médiatrices. Mais cette fois-ci, ce n'est pas toutes les parties de la médiatrice qui interviennent. Je vais essayer d'expliquer ça juste dans les plans. Donc, je suppose que ça, c'est ma boîte. J'ai une médiatrice comme ça. J'ai une autre. Et aussi, j'ai une autre. C'est-à-dire, dans le fait, ça, c'est... Là, c'est le point où se trouve la trisectrice, en réalité. C'est là où se trouve la trisectrice, dans les faits. Alors, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas tout. Donc là, j'aurai 6 morceaux à partir de ce point-là. J'aurai 6 morceaux à partir de ce point.
Alors, donc, les 6 morceaux là, vous voyez, on ne peut pas, c'est pas tous les 6 morceaux qui seront utiles. Donc, il y a un morceau ici, il y a un 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 ici. Alors, ce n'est pas tous ces morceaux-là qui seront utilisés. Ce qui va se passer, donc, il y a certains qui ne sont pas pris en compte. Ça, c'est juste en fonction de leur proximité. Par exemple, si ici, si j'ai 1, 2 ici, donc c'est-à-dire ça, c'est la médiatrice B12 qui est là. La même chose, là aussi, j'aurai aussi 2 ici. Et ça, si j'ai 3 ici, donc ça veut dire ça, c'est la médiatrice B2, 3. Ici, c'est B1, 2. Alors, si ça là aussi, si c'est la médiatrice B, donc B1, B1, 3, donc là aussi, il y a le point 1 qui est là. Comme ici, donc je suis en train d'expliquer une histoire en 3D, mais ça, c'est dans les plans. Mais dans tous les cas, on va voir une figure en 3D qui va expliquer bien les choses. Alors, ce qui se passe, pour voir est-ce que quel point et quel point du bois vont être gardés et vont être d'autres ceux qui vont être rejetés. Quand je prends un point ici, je sais que c'est un point de la médiatrice, donc B1, 2. Alors, il faut qu'on se rassure ce point-là s'il n'est pas proche du site 3. Donc, il faut calculer, donc c'est ça que j'appelle V. Donc, il faut calculer la distance V, donc V, 1, 3, B3, pardon. Il faut voir si la distance V3 est plus petite que V1, 2 du V, G1, donc G1, donc comment de G2, 3, pardon, G2, 3 du V. Alors, si ça, c'est la plus petite distance, ça veut dire que le point V, là, il est plus proche du site 3. Donc, lui, il sera rejeté. Donc, c'est comme ça. Dans tous les cas, peut-être il n'y a que 3 points qui vont être gardés. Peut-être ce point, il sera gardé en bleu. Je le prends en bleu ou bien en vert. S'il y a ce point qui sera gardé, par exemple, il y a aussi peut-être ce point aussi qui sera gardé. Et il y a aussi ce point qui sera gardé. Donc, tous les autres ne sont plus là. Donc, j'aurais que la situation comme ça qui me reste. Donc, du coup, la topologie. La topologie de ma situation, elle est là. C'est des segments comme ça. Donc, c'est ce que j'aurai. Donc, les autres là sont éliminés. Alors, tout ça là, c'est ce qui est dans la deuxième phase de ces calculs. On calcule un point d'intersection, mais il faut qu'on se rassure que ce point-là, comment dire, il est vraiment le plus proche des deux objets. S'il est il est supérieur, et s'il est, il est loin il est plus proche de ces deux objets, donc là, on les garde. Sinon, on les rejette. C'est un peu ce que j'expliquais là-bas. Alors, ensuite, l'étape suivante, ça consiste tout simplement à connecter tous les points qui sont gardés avec les points P1 et P2 autour de C qui était le milieu des points P1 et P2, le milieu en termes paramétriques. Donc, voilà ce que j'aurai. Donc, voilà la situation globale initiale que j'ai là au début en haut. Donc, j'ai mes 3 surfaces entières. Et je calcule tous les points d'intersection qui sont là. Donc, vous voyez, chaque surface va me donner, quand vous regardez dans les faits réels, va me donner ici en moyenne, là, certains peuvent donner 4, d'autres jusqu'à 5. Donc, peu importe, je calcule un point d'intersection, j'applique la condition là, la deuxième condition qui est là, pour voir si c'est un point qui sera gardé ou pas. En fin de compte, tous les points qui sont gardés, je fais la connexion pour créer des triangles autour du point C. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, dans ce cas de figure, quand vous regardez, c'est comme si, pour la courbe qui est en vert là au milieu, là, la partie qui est en haut là,
les deux points d'intersection avec les arêtes là ne sont pas partis, on les a enlevés. Les deux parties là ont été enlevées. La même chose pour la courbe, pour la surface médiatrice là en bleu aussi. Les parties d'en bas là aussi ont été éliminées par le même critère. Même pour l'autre courbe, l'autre surface en jaune, les parties d'en bas aussi ont été éliminées. Donc du coup, ce qu'on obtient quand vous regardez très bien, c'est donc ce qui reste, on fait des connexions par des triangles. Et voilà les traces de triangles qui sont là. Et c'est ce qui est la topologie de la médiatrice et de la trisectrice dans ces domaines, dans cette boîte-là. Et avec ça, donc toute boîte qui contient 3 sites actifs, elle est vraiment gérée de cette façon sans aucun souci. Et donc n'importe quelle boîte de ce genre se traite facilement sans aucun problème. Donc c'est ce qui en est pour les cas d'une boîte qui contient 3 sites actifs. Alors, on progresse pour les boîtes qui contiennent 4 sites actifs. Pour 4 sites actifs aussi, la situation elle est plus ou moins pareille, mais un peu plus, pas compliquée, mais c'est le même esprit qui est là. Seulement ici, vous voyez, dans le cas des 3 sites, il y a un point C qu'on a calculé qui est un certain milieu. P1 plus P2 en termes paramétriques sur D. C'est ce qu'on avait utilisé, c'est ça qui est le point central sur lequel on construit le triangle. Ça, c'est donc pour le cas de 3 sites. Mais pour le cas de 2 sites, on a vu que c'est le barycentre qu'on a utilisé, des points du bord. Donc, l'essentiel, dans tous les cas, on a besoin d'un point qui est toujours à l'intérieur de la boîte. Mais si on prend un point qui est sur la surface, c'est encore mieux. On aura beaucoup plus de précision sur la topologie. Et maintenant, pour 4 sites, alors, le truc qui va jouer le rôle de C ou bien de l'isobarycentre ici, c'est le quadrisecteur qui 1, 2, 3, 4. Donc, c'est le point là. Puisqu'on sait que notre boîte, elle est bien régulière, donc elle contient le quadrisecteur. On les calcule. Quand on les calcule, donc c'est la première étape. Maintenant, l'étape suivante, on va calculer les points d'intersection des trisecteurs. Donc là, il faut aussi dire que là, comme on a 4 sites, donc là, on a 4 trisectrices. Et on a 6 médiatrices dans ces cas de figure. Donc, les 4 trisectrices-là sont concurrentes au point Q. C'est-à-dire, j'ai une situation comme ça. Donc, j'ai 1, 2, 3, peut-être aussi 4. Donc, voilà le point Q qui est là. Donc, c'est la même histoire. Tous les points de bord là, ce n'est pas tous les points qui vont contribuer à la cellule de Voronoi. Il y a certains points qui seront éliminés par la même procédure. Je l'ai dit ici. Je calcule donc les points d'intersection de la trisectrice avec le bord et je teste voir est-ce que le point, est-ce qu'il n'est pas plus proche des autres sites, ce qui me donne la deuxième condition. Alors, tous les points qui seront gardés, donc on les note. Par exemple, ça peut être une situation où c'est ce point-là qui est gardé. Donc, si l'autre n'est pas gardé, c'est clair. Par exemple, ça, c'est gardé. Aussi, peut-être ça aussi, c'est gardé. Ah non, non, non. Ça gardé. Ça, ce point est gardé. Et aussi, ce point qui est... Non, 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 ce point n'est pas gardé. C'est ce point... Si on veut, on peut garder ce point. Voilà. Donc, du coup, voilà ce qui va me rester. Ce qui va me rester, ce qui est en vert. Voilà ce qui me reste. Donc, les autres points sont des points déjà éliminés. Sont des points éliminés. Alors, maintenant, on va juste déterminer la topologie de chaque segment là, ici.
Ainsi de suite. Donc, à partir de ce point, on va essayer donc de faire une certaine triangulation autour de ce point-ci. Donc, en joint, on peut ceci. C'est comme ça se fait. C'est ça, oui. Ainsi de suite. Voilà. Donc, et voilà, j'aurai une partie qui est là, qui va être la topologie de ma configuration dans cette situation. Et c'est pareil pour les points d'intersection avec la médiatrice aussi. Je calcule les points d'intersection avec la médiatrice, mais je dois vérifier si je calcule un point, il ne faut pas qu'il soit plus proche de notre site que mes deux sites-là. C'est en fait ça l'idée. Et c'est la même façon, on essaie de faire la connexion des façons judicieuse entre les points. Donc, tout tourne cette fois-ci autour de Q, cette fois-ci. Donc, l'esprit est le même, comme je l'ai dit. Quand en deux sites, on prend les barycentres des points d'intersection avec les bords. En trois sites, on prend le milieu des points de la trisectrice avec les bords. Et en quatre sites, c'est juste le sommet qui est utilisé. Alors, avec ça, on sait maintenant comment ça va être. Voilà la situation. Là, c'est quand même un peu plus compliqué du point de vue vision. Donc, la première figure, là j'ai toutes les médiatrices possibles, les 6 donc, qui sont dans la boîte. Je dessine toutes les 6 surfaces qui sont là, dans la boîte. Et dans la deuxième figure là-bas, je dessine toutes les 4 trisectrices qui sont là. Donc, de façon exacte, c'est les courbes exactes, pas les approximations. Mais après aussi, il faut calculer la topologie de chacune de ces courbes-là. Et c'est ce que j'ai fait. Chaque courbe a sa topologie, c'est vraiment des segments qui les lient, qui sont là. Mais maintenant, ce n'est pas tous les points qui sont là. J'ai des points A1, A1, A2, A3, ainsi de suite, qui sont là jusqu'à A6. Certains vont être éliminés. Donc, jusqu'à A8, on doit avoir 8 points. Donc, on élimine. Donc, ceux qui seront plus ou moins éliminés, c'est pratiquement jusqu'à 4 équivalents de ces 4. Et à partir de ça, on va construire notre triangulation qui va construire la surface qui est la topologie de ma configuration dans cette boîte. Donc là, du point de vue vision, c'est un peu compliqué, mais l'esprit, c'est un peu ça. Et ce qui me donne la topologie dans chaque sous-domaine que j'aurai, selon la situation. Si j'ai un seul site, je sais qu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas de surface qui passe par le domaine. Quand j'ai 2, j'ai une seule surface médiatrice. Quand j'ai 3 surfaces médiatrices qu'il faut traiter. Quand j'ai 4, j'ai 6 surfaces médiatrices et 4 trisectrices qu'il faut traiter. C'est-à-dire qu'il faut calculer leur topologie. Et avec ça, on sait qu'on a tout traité. Maintenant, une fois qu'on a ça, donc on suppose que tous nos éléments, tous les ingrédients sont bien clairs maintenant. On a utilisé vraiment des outils quand même un peu sophistiqués pour calculer la topologie de chaque sous-domaine. Maintenant, on va procéder à la subdivision, c'est-à-dire on vient à l'algorithme de subdivision. L'algorithme là, ça va utiliser donc ça utilise les deux phases. Donc la phase de subdivision d'abord, et puis une phase de reconstruction. Donc la phase de reconstruction, c'est plutôt ce que je viens d'expliquer ici. C'est la phase là, donc je fais le parcours, je parcours donc, c'est-à-dire j'ai comme ça, j'ai un gros domaine. J'explique, un gros domaine que j'appelle D0. Alors je subdivise, c'est ça la subdivision, en cas de tri. Et quand je subdivise, je finis ma subdivision là, je vais venir peut-être un peu plus de détails comment la subdivision va être de façon plus claire. Et quand je subdivise maintenant, il faut reconstruire ce qui construit les surfaces, les cellules de diagramme de Voronoi. Donc, la première phase qui est la plus importante, c'est la subdivision. La deuxième, c'est la reconstruction. La reconstruction, ça consiste tout simplement, quand je viens à une boîte, je lui fais un des traitements que je viens d'expliquer ici. Quand elle contient des sites, je calcule la médiatrice des sites.
donc les calculs, la topologie de la matrice. Quand il y a 3, je calcule la topologie de ce que j'ai dedans. Et je progresse. Donc, alors, donc la passe de subdivision, donc c'est-à-dire l'algorithme en question, donc voilà comment elle est. Donc, durant la passe de subdivision, les critères de régularité de topologie qui a été développé au début de cette partie, elle est vraiment utilisée, puisque pour qu'on puisse faire une subdivision, on doit subdiviser, mais il faut qu'il y ait un critère qui dit qu'on subdivise, oui, mais on doit s'arrêter. Sous quelle base? Donc, c'est ce critère qui est là, la topologie, qui garantit. Tant qu'il y a la topologie qui est garantie, je m'arrête. Si la topologie qui n'est pas connue, je subdivise jusqu'à ce que j'aurai quelque chose que je maîtrise. Alors, en utilisant donc les critères de régularité, le domaine initial D0 sera subdivisé en sous-domaines. Il sera subdivisé en sous-domaines suivant la structure K-D-Tree. Ça veut dire quoi, structure K-D-Tree? J'ai mon domaine qui est là, initialement D0. Donc, je le divise et j'obtiens un domaine D1 et un autre domaine D2. Donc, ça veut dire mon domaine là, il contient toutes les fonctions distance G1 jusqu'à Gn. Donc, on suppose qu'ils sont... Donc, ça contient qui ça. Alors, quand je subdivise, maintenant, je regarde ce domaine-là. Je vais regarder les critères de régularité. C'est-à-dire, je dois regarder BD D1. La D-liste qui lui correspond. Quand je regarde DBD1, est-ce que BD1, est-ce qu'il est B régulière? Est-ce que ça, c'est B régulier? Donc, si c'est B régulier, c'est bon, ça marche. J'ai rangé ça, j'ai créé, et donc c'est ce que j'ai dit. J'ai créé, donc, on crée un graphe d'adjacence G qui contient tous les sous-domaines qui couvrent les cellules du diagramme de Voronoi. Donc, cette méthode-là, donc, elle utilise beaucoup plus une méthode dial de Marching Cube pour assurer la connectivité entre les boîtes adjacentes, pour pas qu'il y ait de décalage. Alors, donc, je traite les domaines, donc je regarde D1. Pareil, je regarde D2. Si les B réguliers, c'est bon, je les garde. Et je les mets dans G. C'est en fait ça. Peut-être je fais un peu la part des choses. Alors, donc, ma phase initiale, elle est là. Et j'ai un graphe G qui est censé recevoir les informations concernant les diagrammes donc concernant les diagrammes de Voronoi. Donc, si D1 et D2 sont régulés, on les met ici. Ils viennent ici. Ils viennent ici. Ils viennent ici. Donc, on sait que ce qui est là, il est bien traité, on sait. Alors, on peut bien le gérer, on sait comment on peut calculer la topologie dedans. Alors, si par exemple D1 n'est pas régulier, qu'est-ce qu'on fait? Je regarde dans cette boîte, quel est le côté le plus long. Donc, si c'est celui-là qui est le long, que là, j'ai bien encore divisé ici. C'est ça. Je divise encore et je trouve un autre domaine, je ne sais pas. Donc, D3 ici, D4. Je regarde la même chose. Celui qui est régulier, on l'amène là-bas. Celui qui n'est pas régulier, on le subdivise. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer progressivement. Celui qui est régulier, on le garde. Celui qui n'est pas régulier, on le laisse. Donc, c'est un peu ça l'histoire. Alors, voilà. Donc, avec ça, on va obtenir une certaine subdivision du domaine D qui est là. On va obtenir une certaine subdivision qui est là. Alors, et on va constater, comme on va voir ça de visu, donc après les résultats de l'implémentation, on va constater quelque part
une certaine concentration de boîtes subdivisées qui montre que c'est la partie qui contient les surfaces médiatrices. Et c'est-à-dire, donc, là, quelque part, il y a les surfaces médiatrices qui se tremballent, qui se tremballent. Alors, quand on vient dans un petit domaine comme ça, on regarde la topologie. La topologie, elle est vraiment calculée. Et le calcul est vraiment topologiquement vraiment correct. Donc, c'est un peu ce qui se passe. Donc, quand on subdivise les domaines suivant la structure quadritrie, ensuite, les sous-domaines sont subdivisés de façon récursive, que j'ai dit. Ensuite, un graphe G qui est construit va couvrir toutes les cellules de Voronoi construits en utilisant la méthode similaire, j'ai dit, celle de Martin-Kib. La méthode là, elle fait en sorte que quand j'ai un domaine ici, donc c'est-à-dire quand j'ai une courbe qui passe là, quand je coupe ici, c'est qu'ici, il n'y a pas de problème pour cette connexion. On ne doit pas avoir de connexion. Donc, ça assure la continuité des choses. C'est un peu ça, la méthode de Martin-Kib. Alors, avec ça, on arrive à garantir une subdivision qui, à la fin, la topologie correcte sera vraiment obtenue. Alors, donc, pour la phase de la reconstruction, donc, on va parcourir ces grappes d'adjacence légers là qui est construit. Quand on va parcourir les grappes là, tout au long du parcours, on va essayer de mailler chaque partie des médiatrices et des trisectrices qu'on rencontre dans le sous-domaine concerné. Et avec ça, donc avec cet esprit, donc on peut voir donc un peu le résumé de l'algorithme. Mais avant ça, il faut dire que de façon globale, il y a une étape préliminaire. Il faut préparer un peu le terrain. On fait, en utilisant l'algorithme l'arithmétique des intervalles, on calcule une super boîte B de D0 qui contient B. Donc, pour pouvoir garantir les calculs, une certaine boîte qui est un peu plus large, qui contient vraiment D. Alors, c'est ça notre point de départ. Donc, voilà notre algorithme de subdivision. Donc, en entrée, il prend D0. Et les fonctions distance qui sont là par morceau. Mais là, il y a un seuil qui est là, epsilon. Donc, c'est un seuil qui nous garantit quand est-ce qu'on peut. Donc, c'est-à-dire un seuil de contrôle pour contrôler notre calcul. Alors, à la sortie, on a les graphes d'adjacence qui va générer les diagrammes de minimisation. C'est ça. Ne voulez pas que dès le début, on avait dit que notre diagramme de Voronoi, elle est établi à partir des diagrammes de minimisation parce que c'est juste la projection des enveloppes inférieures qui donnent les diagrammes de Voronoi. Alors, et donc voilà mon B, la super boîte B qui contient B de D0. Donc l'étape initiale, on initialise une pile avec ce qu'on a au début, ce que j'avais dit là-bas, avec toutes les distances qu'elle contient. Et le graphe d'adjacence G là, il est initialisé en, comment dirais-je, avec un vide. Au début, ça ne contient rien. Maintenant, on va essayer de les remplir avec des boîtes qui sont régulières, c'est-à-dire des boîtes régulières qui génèrent les diagrammes de minimisation. Alors, tant que la file là n'est pas vide, donc on va essayer d'opérer comme suit. On prend une boîte BDD, donc on prend une boîte BDD. Donc, certainement, la première à prendre, c'est BDD 0. Quand on prend une boîte BDD, on va essayer de la filtrer. Filtrer, c'est le traitement là, que j'avais expliqué. Donc, sur les nombres de sites qui sont actifs, c'est-à-dire qui contribuent à l'enveloppe inférieure. C'est ça le filtrage là. On va filtrer cette boîte. Et quand on va la filtrer, non seulement on va regarder certainement il y a des nombres, on va avoir un petit nombre de distances qui sont actives dedans. Alors, on regarde la régularité. Si elle est régulière, ou bien aussi on regarde la taille du domaine. Si le domaine il est très petit, s'il est très petit, quand je dis très petit, la taille du domaine, on regarde
Donc, j'ai un parallélépipède, je regarde le plus long côté. C'est ça qui mesure la taille des domaines. Alors, si la taille du domaine elle est très petite, alors c'est que je fais un traitement, je traite ça, donc je garde avec ces trisectrices et ces médiatrices, je garde et je mets ça dans G. Donc, c'est un élément bien géré. On sait comment calculer sa topologie là-bas. Alors, sinon, comme je l'ai dit, on va subdiviser les dés là que je l'ai pris en deux parties et on met à jour les graphes G avec les nouvelles boîtes qui sont là. Et donc, les nouvelles boîtes là qui n'étaient pas régulières, ils sont remis dans la pile pour être encore subdivisés. Et le processus là va continuer jusqu'à ce qu'on épuise la pile P. Et en fin de compte, on va obtenir les diagrammes de minimisation générés dans le graphe G. Donc, c'est un peu donc, le résumé de l'algorithme de subdivision. Mais après, ce qui va venir, c'est vraiment juste des trucs expérimentaux. Bon, donc en termes topologiques, je veux dire que la topologie des médiatrices et des trisectrices sera correctement déterminée, non seulement à l'intérieur de chaque sous-domaine, mais aussi entre des sous-domaines donc, adjacents qui sont traversés. Parce que donc, c'est surtout la méthode dial de Martin-Kube qui nous règle ça. Alors, toutes les cellules des diagrammes de Voronoi ouvertes, et elles seront complétées par le bord, puisque je suis dans un domaine global D. Donc, toutes les cellules qui sont sur le bord, elles sont fermées par le bord du domaine. Alors, à la fin, donc, on obtient une approximation polyédrique à l'issue des calculs de chaque cellule de VD qui est isotope à la cellule de VD. Quand je dis isotope, c'est-à-dire c'est topologiquement équivalente. Alors, avec ça, on peut procéder maintenant à regarder un peu l'aspect implémentation expérimentale pour boucler. Alors, je commence avec des exemples qui sont là. Je prends deux lots de sites. Le premier, donc, je prends un domaine D0 qui est là, et avec 4 sites cette fois-ci, H1, H2, H3 et H4. Et le deuxième, c'est toujours un autre D0 qui n'est pas forcément le même que l'autre, mais cette fois-ci avec 10 sites, H1, H2 jusqu'à H10. Alors, on va regarder ces deux choses, une à une. Alors, la première étape, c'est l'étape de la subdivision. Alors, quand on effectue la subdivision, voilà ce qu'on constate. Ouais, on constate une certaine concentration. Une certaine concentration, c'est des boîtes qui ont été découpées entre les demi-droites. Et on constate plus ou moins un comportement des surfaces médiatrices qui est là. Juste ça. Ça, c'est juste la subdivision. Comme ça. Alors, après la subdivision, donc maintenant, il faut parcourir chaque boîte qui est dans les graphes pour calculer la topologie des éléments qui sont dedans. Donc, voilà ce que j'ai. Donc, l'émaillage de toutes les médiatrices, de toutes les trisectrices dans le sous-domaine qui les génèrent. Donc, et c'est ce qu'on obtient ici en couleur rouge. Quand on fait l'émaillage, on obtient un truc comme ça. Maintenant, quand on fait l'émaillage, donc on peut dégager la partie, la partie de la subdivision pour obtenir juste donc la topologie qui est là. Et ça, on obtient exactement la topologie du diagramme de Voronoi. Donc, des distances, on ne se rend même pas compte que c'est des approximations qui ont été utilisées. Et ça n'a donc, pour le moment, ça n'a, des points de vue visuels, ça n'a pas du tout une grande différence, entre les diagrammes exacts et les diagrammes approchés. Donc, ça, c'est pour les 4 sites. On regarde la même chose pour les 2 sites aussi. Et pour le deuxième exemple, cette fois-ci, j'ai 10 sites. Et donc, donc là aussi, l'étape de subdivision me donne la situation comme ça. Ça, c'est juste la subdivision. Donc, c'est-à-dire là, j'ai utilisé de couleurs bleues pour localiser les boîtes. Et on constate une certaine concentration très, très intense en couleur bleue intense qui est là
donc ça indique là où se trouvent les médias, donc les surfaces médiatrices. Et après ça, on va procéder au maillage de chaque élément dans les boîtes là. Et voilà la situation qu'on obtient. Une fois ceci obtenu, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de dégager donc les débris de la subdivision et on obtient la topologie de la, donc, des diagrammes de Voronoi. Et effectivement, comme dans l'autre cas, c'est ce qu'on a ici. Donc, on a une topologie. Et donc, du point de vue donc, visuel, j'ai dit, on ne voit pas la différence si c'est topologique ou bien si c'est exact. Voilà en fait ce qu'on obtient. Alors, on essaie de faire une analyse numérique de ce qui a été fait, mais donc, on a quand même un peu essayé. Donc là, si j'ai essayé de mentionner, donc c'est sur quel type de machine ça a été fait. C'est quand même une machine, une machine donc avec donc un processeur de dernière génération. J'ai oublié de mentionner donc les spécificités de la machine. Et quand on fait donc l'analyse des sites, nombre de sites 10, 20, 40, 60 jusqu'à 120. Donc là, on peut en appeler juste un truc comme ça avec des sites qui sont aléatoires. Donc on les prend vraiment de façon aléatoire. Et ça, c'est l'analyse qu'on a ici. La sortie en nombre de boîtes. Il y a des boîtes qui sont régulières, il y a des boîtes qui sont singulières. Les boîtes sont singulières, c'est des boîtes qui ont des tailles très petites. On l'a dit, on les garde après la subdivision. Donc, et on regarde les temps que ça prend aussi. Et donc, ça, on prend pour sigma. Et dans ces cas de figure, notre epsilon, c'est sigma sur D. Notre epsilon qui est utilisé donc dans notre algorithme, c'est là, c'est sigma sur D. Avec ça, on regarde, donc, on varie un peu le sigma là, puisque le sigma là, il est lié à epsilon. Donc, on prend un epsilon encore plus petit. Donc, on prend le sigma encore plus petit de puissance moins 2. Donc, on regarde un peu ce qu'on obtient, tant sur le nombre de boîtes régulières qui est singulière et en même temps sur le temps, avec le même nombre de sites. Alors, en fin de compte, ce qu'on peut faire comme analyse, on peut dire que l'analyse donc, du temps d'exécution pour différents sites, donc nombreux, nombreux permet de voir et d'estimer la complexité pratique de l'algorithme. Donc là, quand même, on a juste une complexité pratique. Alors, le temps d'exécution, c'est qu'on constate à partir de nos deux tableaux. Et le nombre de boîtes produits évolue de façon linéaire avec le nombre de sites. Donc, le nombre de sites à d'entrée. De plus, pour un nombre de sites donnés, le nombre de boîtes produits et le temps d'exécution évoluent en fonction de sigma. Et plus précisément, il varie de l'ordre de 1 sigma carré et 1 sigma au cube. Donc, c'est un peu ça, comment ça évolue. Alors, on peut dire que cette méthode aussi, parce que là, on s'est limité à jusqu'à 120, on peut envisager de mettre de plus grands nombres. Mais ça peut être, cette méthode on peut envisager ça parce que on peut exploiter les calculs parallèles, puisque le processus de subdivision et celui du maillage peuvent être parallélisés, sans aucun problème, de façon pas compliquée. Donc, du coup, peu importe le nombre qu'on a, on peut appliquer donc les méthodes de calcul en parallèle et ça peut les faire en temps record. Alors, donc, conclusion et perspective. Conclusion et perspective. Donc, je dis que l'algorithme qui a été développé là utilise une certaine tolérance pour calculer la topologie, ou bien donc une approximation du diagramme de Voronoi qui est topologiquement équivalent au diagramme de Voronoi exact dans le domaine des zéros. Et ça, c'est vraiment exact dans les cas où tous les sous-domaines qu'on obtient donc, sont de taille plus grande que le seuil.
Si au cours de subdivision, il n'y a aucune boîte qui est plus petite qu'epsilon, donc tout ce qu'on obtient là, la topologie, elle est vraiment à 100% correcte. Il n'y a pas de souci. Mais s'il y a des boîtes qui sont très petites, donc qui sont plus petites qu'epsilon, et qui sont plus petites qu'epsilon, ou bien que les domaines là ne génèrent plus d'un seul sommet ou bien plus d'une seule arête, c'est qui là, elle peut donc penser à d'autres techniques un peu plus avancées pour traiter ces cas de figure, moi je pense. Et du coup, on peut donc envisager d'autres méthodes pour traiter les cas où on espère qu'il peut y avoir des petits soucis. Alors, en perspective, cette méthode-là, nous envisageons quand même, déjà on est sur certains points qui vont nous avancer vers ce truc, vers une certaine généralisation. Donc, pour les cas de distance, puisque là on a utilisé les diagrammes pour les cas de distance qui sont euclidiennes, et là aussi, on peut envisager pour les cas des demi-droites qui ne sont pas forcément parallèles, ou bien certaines courbes rationnelles spécifiques, surtout des courbes qui possèdent des offsets rationnels. Et donc là, il y a la fonction distance qui est là. Donc, on est en train d'envisager vraiment comment traiter certains cas qui sont un peu différents de ça. Ah, mais les tout qui vont avoir un impact très significatif en termes d'application. Donc, dans les planifications de mouvements, la prévention de collisions en robotique, ainsi de suite. Donc, c'est un peu, je pense, c'est ce qu'on peut dire pour ce cours. Donc, pour ce cours, donc là, c'est-à-dire on peut partir réserve vraiment de la partie médial axis, axe médiane qu'on a annoncé. Quand même, on a donné quelques exemples, un peu, quelques définitions qui ce qu'on appelle axe médian. Tel que ça a été prévu, l'axe médian, ça ne peut pas passer, mais donc il y a toujours une autre possibilité de donner ce cours-là, donc que ça soit à distance ou bien à une autre occasion pour compléter donc ce qui est prévu.